peut donc évoquer la fiscalité locale économique sans s'intéresser au millefeuille territorial sur lequel elle est adossée. Au cours de son histoire, la France est en effet dotée d'un appareil administratif territorial important, obéissant à la construction d'une nation moderne et centralisée. Bien plus tard, rompant avec la tradition jacobine héritée de l'Ancien Régime, qui avait été approfondie, consolidée par la Révolution puis par le consulat, l'État français s'est engagé dans une double politique de décentralisation et de déconcentration à partir des années 80, multipliant ce faisant les niveaux administratifs et les acteurs publics territoriaux. Par conséquent, vu du ciel, un brouillard épais flotte aujourd'hui au-dessus de la carte administrative française, puisque notre maillage institutionnel repose sur un peu plus de 35 000 communes, sur 1263 intercommunalités, dont 22 métropoles, sur 101 départements et 18 régions. La France détient ainsi le triple record européen du nombre de collectivités, du nombre de communes par habitant, du ratio de collectivités par habitant, et elle est également médaille d'or en Europe et dans la zone OCDE en termes de mandats électifs. En outre, à ce millefeuille territorial s'ajoute une couche non moins étoffée, qui est celle des services déconcentrés de l'État, qui se fondent peu ou prou sur les mêmes divisions géographiques territoriales que les collectivités locales et qui concentrent 95% des agents de la fonction publique d'État. Si la Constitution du 4 octobre 1958, qui régit notre Ve République, a dès ses origines reconnu les collectivités territoriales, ce n'est qu'à l'orée des années 80 que la décentralisation a véritablement pris son essor suite à l'échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat en 1969. Donc, dans un contexte d'épuisement du modèle jacobin, partant du postulat que l'État centralisateur n'était plus à même de répondre aux enjeux locaux et consacrant les ambitions décentralisatrices qui avaient été amorcées lors des deux décennies précédentes, les lois de fer de 82 et 84 ont posé le premier acte de la décentralisation et de ce que Michel Rocard avait appelé la décolonisation de la province. Donc cet acte 1 de la décentralisation s'est traduit notamment par le transfert de compétences en termes d'action sociale, d'urbanisme, de formation professionnelle, de voirie, de gestion des collèges et des lycées, qui étaient jusqu'alors dévolus aux préfets vers les collectivités territoriales. Les régions, qui avaient été créées en 1956 sous la forme d'établissements publics dirigés par l'État, ont été érigées en véritables collectivités et confiées à des exécutifs politiques, à l'instar des départements. Pour accompagner l'éclosion de ces collectivités territoriales, la fonction publique territoriale a été quant à elle créée en 1984. Les multiples alternances politiques qui ont suivi n'ont pas remis en question les lois de fer et le changement de paradigme qu'elles ont introduit dans l'action publique territoriale. Sans dresser un inventaire ou un catalogue complet de l'ensemble des lois de décentralisation qui ont suivi, on peut citer notamment la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui, impulsée par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, grave symboliquement dans le marbre de la Constitution le caractère décentralisé de la République française, la loi du 13 août 2004 qui attribue de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, aide aux entreprises, logement, réseau routier, gestion des ports et des aéroports. Vous avez également la loi du 16 décembre 2010 du gouvernement Fillon qui crée le conseiller territorial, fusionnant élus régionaux et départementaux et qui supprime également la clause générale de compétences. La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui a rétabli la clause générale de compétences, qui a créé les conférences territoriales de l'action publique et qui, dans une logique de spécialisation, a attribué des chefs de fila aux collectivités. Le développement économique aux régions, l'action sociale et la solidarité territoriale aux départements, la mobilité durable aux communes. Ensuite, la loi du 16 janvier 2015 qui a redélimité la carte des régions françaises, les faisant passer de 27 à 18. Et puis enfin, la loi NOTRe du 7 août 2015, présentée comme la réforme territoriale du quinquennat Hollande, qui a notamment renforcé le poids des régions en faisant le pivot économique de notre architecture territoriale, qui a vidé de leur substance les départements, en les privant notamment de leurs compétences économiques et transports, et qui a déplacé le centre de gravité de la décentralisation vers le couple région-métropole. Malgré cette batterie de réformes, quid de la décentralisation française aujourd'hui ? Difficile de l'évaluer, et il faudrait tomber ni dans un excès d'honneur, ni dans un excès d'indignité. Concernant le triptyque de la réforme territoriale du précédent quinquennat, notre regard est néanmoins plutôt contrasté. La loi NOTRe n'a pas permis de rendre plus lisible l'architecture territoriale. La répartition des compétences n'est toujours pas claire entre collectivités elles-mêmes, mais entre les collectivités et l'État aussi.
Et malgré leur taille, les nouvelles régions françaises demeurent des nains financiers en termes de budget comparés à leurs consoeurs européennes, qu'elles soient belges, espagnoles et allemandes. À titre d'exemple, le budget de la Bavière, du Länder de la Bavière, est 2 fois supérieur au budget total des 18 régions françaises. Enfin, les économies d'échelle promises par le gouvernement sont totalement inexistantes à ce jour. A contrario, nos voisins européens ont quant à eux rationalisé fortement leur organisation territoriale ces dernières années. En 30 ans, l'Allemagne a divisé par 2 le nombre de ses municipalités. En 20 ans, la Suède et le Danemark ont divisé par 10 le nombre de leurs communes. Et d'autres pays, tels que l'Italie ou le Royaume-Uni, ont mené des réformes territoriales de très grande ampleur aussi ces dernières décennies. Résultat, aujourd'hui, les collectivités françaises en chiffres représentent 9% de la dette publique française, représentent 18% de la dépense publique, et les dépenses publiques des collectivités locales représentent 10,1% du PIB. Près de 35 000 agents publics ont été recrutés chaque année entre 1990 et 2010, et la dette des collectivités locales a progressé de 93 milliards d'euros entre 2002 et 2016. Dernier chiffre, selon la Cour des comptes, seulement 41% de l'augmentation des dépenses locales serait en réalité imputable au transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Sous la carte administrative tricolore se cache un autre millefeuille, celui du nombre de mandats électifs. En effet, en additionnant le nombre de parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs, 74 eurodéputés, mais également de maires, de conseillers municipaux, régionaux, départementaux, intercommunaux, la France est dotée de plus de 645 000 élus, 645 000 mandats électifs. Le taux de représentation français est donc 4,5 fois supérieur à celui des États-Unis, et la France compte donc un mandat électif pour 104 habitants, alors que l'Allemagne compte un mandat électif pour 500 habitants, le Royaume-Uni un mandat électif pour 2603 habitants.